Bonjour à tous, je m'appelle Thomas et donc je suis dans le labo du professeur Seguela à l'université de McGill. Donc ouais, aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de la microglie, vous dire un petit peu est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, qui sont des cellules très importantes qui sont souvent dans l'ombre des neurones. Euh, bon, j'ai déjà fait une présentation il y a en tout début d'année un petit peu, donc je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui avaient assisté à cette présentation. L'idée, ça va être encore une fois d'introduire un petit peu la microglie donc je vais reprendre forcément, quelques diapos que j'avais utilisés la dernière fois, mais en même temps, j'ai essayé d'un petit peu changer, la présentation à la fin, en me concentrant surtout sur un de mes projets et parler un petit peu de nouveaux résultats. Donc pour ceux qui avaient déjà assisté, il y aura quelques petites choses, nouvelles, dans cette présentation. Mais bon, d'abord, j'aimerais commencer d'abord par expliquer, un petit peu, la douleur et un petit peu les voies cellulaires, comment ça fonctionne, comment on ressent un petit peu de la douleur. Donc finalement, la douleur, c'est censé être une fonction qui est protective, qui est censée alerter notre corps. C'est plutôt considéré comme un mécanisme de survie, donc c'est pas censé être quelque chose de néfaste normalement. Pour entrer un petit peu plus dans les détails, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, j'ai pris un exemple très basique où on a tous déjà un petit peu expérimenté ça. Hem, Quand on passe notre main proche du feu, forcément, au bout d'un moment, on sent que ça brûle, on veut retirer ça et en fait, comment on peut percevoir ça finalement? C'est grâce à certains récepteurs qu'on a, donc dans ce cas-là, au niveau de la main, qui vont pouvoir justement, repérer le danger un petit peu le but, ça va être ensuite de transmettre, ce signal de danger à travers des nerfs, donc à certaines, d'autres degrés, comme la moelle épinière, qui est une région très importante, où là, il va y avoir aussi, différents relais finalement, le but, ça va être encore de transmettre ce signal jusqu'au niveau du cerveau, où là, ça va être transmis à différentes régions du cerveau, qui sont aussi très importantes. C'est à ce niveau-là qu'on va avoir l'apparition de la douleur, finalement, au niveau du cerveau. Et ensuite, le but, ça va être quoi? Ça va être finalement de renvoyer, ce signal pour essayer d'avoir une réponse en conséquence, finalement. Donc, on va renvoyer le signal, on va repasser par la moelle épinière et on va aller jusqu'à la main. Et là, le signal, ça sera quoi? Ça sera finalement, je vais essayer d'enlever ma main, du feu parce que c'est quand même plutôt désagréable. Donc, ça fonctionne un petit peu comme ça, on va dire. Et ça, ce que je viens de vous écrire, finalement, c'est plutôt considéré comme une douleur aiguë. C'est plutôt donc un rôle d'alarme, mais c'est quelque chose qui doit disparaître normalement, parce que quand je sors ma main du feu, j'ai plus besoin que cette voie s'active puisqu'il n'y a plus de danger. Mais le problème, c'est que parfois, ces voies-là, comme je viens de vous décrire, ces voies qu'on appelle un peu somatosensorielles, et notamment après des lésions nerveuses, elles sont un petit peu déréglées. Ça se traduit par une augmentation de l'excitabilité neuronale. Donc, ce que j'entends par ça, c'est des neurones qui vont être un peu plus sensibles et beaucoup plus activés. Hem Ça se traduit notamment ce qu'on appelle par de l'hyperalgésie, qui serait une réponse à un stimulus nocif qui devient plus forte. Donc quelque chose qui, me fait, un petit peu mal, mais finalement dans ce cas-là, je ressens beaucoup plus de douleur que prévu. Ou encore on a, ce qu'on appelle l'allodynie, qui serait une réponse à un stimulus inoffensif qui devient, finalement douloureux. Un exemple un peu comme ça qui me vient en tête, c'est par exemple, je touche ma table, je ne suis pas censé, sentir de la douleur. Par contre, dans certains cas, avec ces voix qui sont beaucoup plus sensibles et hyper excitées, le fait de toucher la table, par exemple, ça peut me procurer de la douleur alors que ça ne devrait pas. Donc ça, c'est un peu plus pour décrire un peu comment on voit un petit peu les douleurs et les dérégulations. Moi, aujourd'hui, j'aimerais un peu vous parler de ma recherche et pour ça, on fait un petit zoom sur le cerveau et c'est vrai que quand on parle de cerveau, finalement, on pense directement, «Ah oui, les cerveaux sont associés avec les neurones». Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça et qu'en fait les neurones sont accompagnés de beaucoup d'autres types, de cellules aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler un petit peu de ces cellules-là. Donc aujourd'hui, je vais aussi parler un petit peu de système nerveux central qu'on appelle aussi SNC et ça en fait englobe le cerveau et la moelle épinière qui sont des régions forcément super importantes donc dans ce système nerveux central, on a donc des neurones, mais pas que, on a aussi d'autres types de cellules qu'on appelle des cellules gliales donc pour ça, on a donc des astrocytes, des oligodendrocytes qui font partie de cette famille, mais on a aussi et comme vous l'avez bien compris, des microglies. Et moi,
Donc ma recherche se focus sur les microglies. Faut savoir que ça représente à peu près environ, 10 des cellules de notre système nerveux central, donc c'est quand même pas rien, et elles sont considérées comme les cellules immunitaires de notre système nerveux central. Donc, on a des microglies, mais pourquoi on en a? À quoi ça sert? Est-ce que c'est important? Ben, en fait, plutôt oui, parce que, il faut savoir que la microglie, ça assure l'homéostasie. C'est-à-dire quoi l'homéostasie finalement? C'est s'assurer que d'un point de vue physiologique, tout va bien. C'est-à-dire que la microglie, avec dans son environnement, là où elle se situe, elle va regarder que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de danger. Et pour faire ça, finalement, on dit que en fait, la microglie, elle est toujours en mouvement. Et elle surveille un petit peu son environnement et pour faire ça, en fait, si vous voyez, elle a des petites, process qui sont là et en fait, ça va constamment bouger. Ça va, par exemple, aller un petit peu plus loin, regarder si tout va bien, se rétracter, aller dans une autre direction et à chaque fois, c'est un petit peu comme ça. Elle va bouger un petit peu et regarder que tout va bien, qu'il n'y ait pas de danger. Pour aller un petit peu plus loin dans le rôle de la microglie finalement, donc on a cette microglie qui est toujours en train de surveiller son environnement et des fois, il peut y avoir un stimulus inflammatoire, un danger, quelque chose qui ne va pas et donc la microglie va venir se déplacer et venir au niveau de là où il y a le problème finalement et ça, c'est super important parce que c'est toujours la microglie qui arrive la première au site donc d'inflammation, d'infection où il y a un problème. Donc s'il y a un problème, la microglie va arriver d'abord. Et ensuite, elle va devenir dans une phase un petit peu activée, donc ici une microglie pro-inflammatoire qu'on va appeler afin, de libérer, des, ici ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires, des cytokines inflammatoires et en fait ça c'est pour alerter, pour dire: «Attention, il y a un problème, il y a un danger, il faut faire quelque chose». Ça induit aussi de l'inflammation et donc en fait, tout ça, ce chemin dans la microglie va essayer de régler le problème ici, par exemple, un neurone dégénérescent. Donc ça la microglie va participer à la défense, mais aussi à la réparation de notre système nerveux central. Mais c'est pas tout, parce que, par exemple, une fois que, par exemple, le problème peut être réglé, on a toujours aussi cette microglie qui peut passer dans un autre état qu'on dit un peu anti-inflammatoire, où là, elle va aussi effectuer, une fonction super importante qu'on appelle la phagocytose, qui sert un petit peu à se débarrasser des éléments gênants. Mais ça, c'est quelque chose que je vais parler un petit peu plus en profondeur, dans la suite de ma présentation. Et dans cet état-là aussi, la microglie finalement, elle peut aussi libérer des cytokines anti-inflammatoires qu'on appelle, mais cette fois-là, dans le but de protéger les neurones. Parce que là, comme on a réglé le problème, il y a plus besoin de dégrader ou d'éliminer certaines choses qui pouvaient être néfastes. Là, cette fois, on veut plutôt protéger, les neurones qui marchent très bien finalement. Donc il y a ce côté un petit peu de: «Attention, il y a danger, il va falloir éliminer ça» et ce côté un petit peu: «OK, on a réglé le problème, maintenant il faut protéger tout ce qui est fonctionnel». Le problème, c'est que des fois, il y a des dysfonctionnements de la microglie et notamment sur certaines de ses fonctions, comme je disais, la libération de cytokines, qui est censée alerter finalement. Des fois, on a un excès de libération de ces cytokines-là qui vont causer de l'inflammation qui va mener à de la douleur aussi. Ou alors on peut avoir aussi des problèmes de phagocytose, où on est de la défaillance de cette fonction, où on va plus être très capable finalement d'éliminer ça peut être les objets qui posent problème, des neurones défaillants, des débris cellulaires et on va plus être capable d'éliminer ça et tout ça, finalement, ça participe notamment à la contribution de maladies neurodégénératives, mais aussi, finalement dans la douleur chronique neuropathique. Hem, Ici, j'ai rajouté ça un petit peu pour aussi vous montrer, finalement l'importance, de la microglie. En fait, c'est très simple ici, c'est un nombre de publications à travers les années et ça, c'est considéré enfin, c'est juste incluant la microglie et les études dans la douleur et comme vous pouvez le voir, vraiment ces 20 dernières années, il y a eu un intérêt qui a vraiment augmenté dans la microglie, puisqu'on s'est rendu compte que la microglie était finalement super importante et avait des rôles, vraiment cruciaux dans l'élaboration de la douleur et notamment dans les conditions pathologiques de douleurs neuropathiques aussi. Donc vous pouvez voir, ouais, il y a énormément d'études qui travaillent sur la microglie et je voulais aussi juste illustrer ici, sur le tableau de gauche, qu'en ce moment aussi, il y a toujours des études qui visent justement, les cellules gliales, notamment la microglie, où beaucoup de choses sont en train de tester dans des études cliniques où on essaye de cibler finalement la microglie ou les cellules gliales. Donc il y a encore pas mal d'études qui sont en cours pour essayer de trouver de meilleurs traitements finalement.
Et je voulais aussi juste montrer cette diapo avant de rentrer plus en profondeur dans mon projet, qui sont finalement, les traitements actuels, pour, la douleur neuropathique. Et on peut voir déjà que dans ces traitements actuels, il y a déjà, certains, traitements qui visent un petit peu aussi, les cellules gliales, comme j'ai pu le montrer ici. Mais le problème de ces traitements c'est qu'il y a pas mal d'effets, secondaires qui sont indésirables. Et finalement, ça amène au fait qu'on a besoin de trouver d'autres cibles thérapeutiques pour justement essayer de réduire ces effets secondaires qui sont indésirables. Et comme vous pouvez le voir avec, ces petits graphiques que j'ai mis avec l'augmentation et l'importance de la microglie, il semblerait que la microglie pourrait être, une bonne cible thérapeutique. Et ça serait vraiment bien d'essayer de un petit peu mieux comprendre ces mécanismes, qui sont assez précis, mais qui semblent cruciaux pour, dans le cas de la douleur aussi. Et en fait, c'est ça mon projet, pour rentrer un petit peu plus dans mon projet et expliquer un petit peu tout ça, finalement, je vous ai dit qu'il y avait une microglie qui était plutôt en surveillance. Et quand, finalement, il y a un neurone, par exemple ici, qui est dégénérescent, il va avoir une libération de molécules qu'on appelle ATP, ici. Et en fait, c'est quoi l'ATP? Ça va être un signal de danger, ça va être pour alerter. Et la microglie est capable de ressentir ça et de se déplacer vers, ici le neurone dégénérescent, vers le danger, là où il y a problème. Et ça, c'est super important parce que la détection de cet ATP ici, c'est ça considéré comme la première étape dans la voie de signalisation de la douleur. Mais la prochaine question, c'est d'accord, il y a de l'ATP, mais finalement, comment la microglie, elle peut reconnaître cet ATP-là? Ça, c'est possible grâce à ce que parce que la microglie, elle exprime des récepteurs, des petites choses que j'ai dessinées ici en bleu. On appelle ici des récepteurs purinergiques, des récepteurs P2. Et en fait, ces récepteurs-là, ils sont capables de reconnaître l'ATP et l'ATP peut se lier à ces récepteurs. Comment ça fonctionne? C'est très simple finalement, c'est un petit peu comme un système clé-serrure. C'est-à-dire que si j'ai pas la bonne clé, je peux pas ouvrir la serrure. Là, c'est pareil avec ces récepteurs-là. Si j'ai pas cet ATP-là, je vais pas être capable de me lier au récepteur et d'activer ce récepteur. Et donc là, l'ATP, lui, il est capable d'activer et finalement, après, ça va engendrer l'activation de mécanismes cellulaires qu'on va un petit peu voir dans les prochaines diapos. Juste pour donner un petit peu plus de détails, sur ces récepteurs purinergiques, il faut savoir que c'est une grande famille de récepteurs. Il y a plusieurs types de récepteurs, des récepteurs P2X ou P2Y. Et comme vous pouvez le voir finalement, il y a quand même beaucoup de récepteurs, c'est une grande famille, hein. Donc j'ai mis quelques récepteurs dans une autre couleur, orange et rouge. Et en fait, ces récepteurs-là, c'est ceux qui sont exprimés par la microglie, c'est-à-dire c'est ceux qui sont à la surface de la microglie. Et ces récepteurs-là, ces 4 récepteurs qui sont présents dans la microglie, ils ont des rôles super importants. Et notamment, ça a été démontré qu'ils sont importants dans la douleur. Donc j'ai mis, 2 codes couleurs différents parce qu'aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous parler, du récepteur P2Y6 finalement. Je vais me focuser sur ce récepteur-là vis-à-vis de ma recherche. Mais il faut aussi savoir que j'avais fait une présentation il y a quelques mois, déjà, et je parlais un petit peu plus, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet-là, en tout cas, je parlais un petit peu plus aussi de P2X4 ou P2X7, leur importance un petit peu dans les cas de douleurs, chroniques, neuropathiques notamment. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer, sur P2Y6 et son importance dans la microglie. Donc de manière générale, quand la microglie est plutôt dans ce mode de surveillance pardon, il est exprimé un petit peu. Mais quand il y a un problème et notamment, cette libération d'ATP, je vous ai dit que la microglie allait devenir activée. Et en fait, c'est quand on a une microglie activée que l'expression du récepteur P2Y6 va être augmentée à la surface de la microglie. Donc, vous pouvez voir, là, de 2, on passe à beaucoup plus. Donc, quand la microglie est activée, P2Y6 est beaucoup plus exprimé. Et ça, c'est important parce que vis-à-vis de la fonction de ce récepteur-là. Parce que ce récepteur-là, comme il est impliqué dans la phagocytose. Et comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, la phagocytose, c'est super important pour essayer d'éliminer les éléments gênants. Donc ça permet un petit peu de nettoyer, d'enlever tous ces débris cellulaires, ces neurones endommagés. Euh, et donc ça, c'est plutôt une fonction cruciale finalement. De manière très simple, comment ça fonctionne finalement? On a notre microglie qui va être là, en imaginant que ces petites billes bleues, ce sont des éléments à éliminer. Mais finalement, la microglie va venir, va commencer à essayer d'englober un petit peu tout ça,
jusqu'à venir les emprisonner. C'est ce qu'on parle un petit peu, la microglie vient manger un petit peu ces billes-là, et ça pour finalement les dégrader et les éliminer. Essayer donc d'éliminer les éléments gênants, les éléments dont on n'a pas besoin. Une autre fonction qui est, portée un petit peu par ce récepteur-là, P2Y6, finalement, encore une fois, quand la microglie va être activée, par l'ATP, elle est importante aussi dans la libération de cytokines pro-inflammatoires, et comme je le disais aussi, quand si vous vous rappelez un petit peu du cartoon que j'ai montré avec, les rôles de la microglie, ces cytokines-là sont très importantes, et notamment ça déclenche un peu de l'inflammation pour alerter, notre corps pour dire: «Attention, il y a danger ici», et ça peut déclencher de la douleur. Donc ça, c'est un petit peu les rôles, de P2Y6 dans des conditions normales, mais je voulais aussi vous montrer ici, il y a des problèmes au niveau de ce récepteur-là dans des conditions pathologiques. Parce que comme on peut le voir, en conditions normales, je vous ai dit qu'il y avait plutôt une expression assez faible, mais le problème, c'est que dans les conditions pathologiques, on a une surexpression de ce récepteur, donc une expression anormale. Et pour aussi accentuer le fait que ce récepteur est important, dans les conditions de douleur, neuropathique, il y a des études qui ont montré qu'en mettant des antagonistes de P2Y6, on peut réduire la douleur. Donc la question c'est quoi? C'est quoi les antagonistes finalement? J'ai mis ce petit cartoon à droite là. On oublie un peu ce qu'il y a au milieu. Si on regarde à gauche et on voit agoniste, finalement un agoniste c'est quoi? Ça sera dans ce cas-là l'ATP qui va pouvoir se lier au récepteur comme je vous l'ai expliqué et activer ce récepteur. Par contre, quand on met un antagoniste, ça veut dire que c'est une autre molécule qui va venir bloquer le récepteur, ce qui fait que l'ATP ne va plus être capable d'activer le récepteur. Donc en mettant un antagoniste, on va bloquer le récepteur et donc ça veut dire qu'on ne peut plus activer ce récepteur. Et quand on fait ça, on est capable de réduire la douleur. Ça montre l'implication de ce récepteur dans les conditions de douleur neuropathique. Et je voulais essayer d'aller un petit peu plus loin, sur ce sujet-là aussi. Je vous ai dit que P2Y6 était important, notamment, dans la phagocytose, et la phagocytose est une fonction qui est aussi importante dans le cas de douleurs, chroniques. Et en fait, il a été montré que la en condition de douleur neuropathique, on a une élimination spécifique de neurones inhibiteurs, et ça, ce que j'entends par là, ça veut dire que si on élimine ces neurones qui sont censés un petit peu inhiber, finalement, on ne va plus inhiber quoi que ce soit et on va avoir juste exciter, 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 et ça va finalement participer à une surexcitation, et c'est ce que je vous disais un petit peu dans l'introduction, que dans le cas de douleurs chroniques neuropathiques, il y a justement cet effet de surexcitation. Le système est un peu trop excité. Et ça, cette fonction semble qu'elle participe justement à ce niveau d'excitation un peu trop élevé. Un autre problème aussi, c'est on a une overproduction de cytokines qui est pro-inflammatoire. Et comme je vous le disais, ça cause à l'inflammation et à la douleur. Mais le problème, c'est que on continue d'en produire alors qu'il n'y en a plus besoin. Donc on continue d'alimenter cette question d'inflammation et de douleur. Et finalement, ces 2 fonctions, comme je vous le montrais précédemment, P2Y6, il est impliqué dans la phagocytose et dans la production de cytokines. Et donc ça m'amène finalement au but de mon projet, qui est, P2Y6 finalement, ça pourrait être une bonne cible thérapeutique puisqu'on a vu qu'il était important dans les cas de douleur et notamment ces voies cellulaires, comme je vous l'ai expliqué, la phagocytose ou les cytokines, elles sont très importantes donc dans la douleur et dans l'inflammation. Le problème, c'est que, comme je disais, des fois, on pourrait se demander, on pourrait utiliser des antagonistes, des choses, des molécules spécifiques pour stopper ce récepteur-là, mais c'est pas si facile que ça. On n'arrive pas bien à trouver des molécules qui sont vraiment spécifiques et qui ne causent pas d'effets secondaires finalement. Et c'est pour ça qu'une autre stratégie, ça serait finalement de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et d'essayer de voir si on peut voir s'il y a des modulations, j'entends là par des régulations de ces voies et de ce récepteur. Ce que j'entends par une modulation, par exemple, un autre récepteur va pouvoir essayer de moduler l'activité du récepteur P2Y6, c'est-à-dire, par exemple, augmenter son activité ou diminuer son activité. Et si on arrive à trouver quelque chose, qui peut moduler ça, peut-être qu'on pourrait agir sur cet autre récepteur afin de moduler l'activité de PETY6. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, vous pouvez me poser, plus de questions si c'était pas assez clair, pour vous, il y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, mon projet, c'est un petit peu ça. Ça consiste à essayer de mieux comprendre la modulation de ces mécanismes donc cellulaires de la microglie
qui sont plutôt impliqués dans la douleur chronique neuropathique et donc j'ai fait un petit peu ce graphique-là. On va y aller petit à petit et c'est juste un résumé finalement, de ma recherche, qui englobe un peu tout sur mon projet de P2Y6. Donc pour expliquer un petit peu ça, comme je vous disais, on a une microglie qui est toujours en surveillance, qui s'assure que tout va bien. Mais des fois, après, des neurones endommagés, on va avoir cette libération d'ATP qui va être un signal de danger et donc la microglie va venir au signal là où il y a un problème et ensuite elle va devenir activée. Donc jusque-là, ça va. Ensuite, je vous ai dit, dans les diapos précédentes que quand la microglie est activée, donc on a l'expression du récepteur P2Y6, qui, heu, donc qui est exprimé dans la microglie et ensuite qui va être activé, qui va notamment faire de la phagocytose, qui va venir manger, les petites choses qui sont indésirables, on va dire. Et moi, dans ma recherche, j'ai démontré finalement que dans cette microglie-là, on a aussi donc il y a énormément de récepteurs qui sont impliqués, mais moi j'ai trouvé qu'on a un autre récepteur qu'on appelle ADRB2, c'est un récepteur adrénergique, et que quand ce récepteur on active ce récepteur-là, donc ici j'ai mis plus NE, c'est de la norépinéphrine, c'est un petit peu l'ATP de ce récepteur-là, on va dire. Quand on active ce récepteur, on est capable, première chose, de réduire l'expression de P2Y6. Donc là, par exemple, c'est illustré, on a 2 récepteurs P2Y6 ici. Finalement, grâce à l'activation de ces récepteurs, on n'en a plus qu'un. Donc ça, c'est vachement intéressant puisque comme je vous le disais, dans les cas de douleurs neuropathiques, on a une surexpression de ces récepteurs P2Y6 qui contribuent à l'élaboration de cette douleur chronique finalement. Donc ça, c'est un premier point super intéressant. Et un deuxième point intéressant, c'est aussi ce récepteur-là, il est capable donc, de diminuer l'activité de P2Y6 et notamment diminuer son activité dans le fait d'effectuer la phagocytose. Et encore une fois, c'est très intéressant puisque comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, la phagocytose, elle contribue au fait de déclencher ces cas de douleur chronique finalement, en éliminant ces neurones inhibiteurs qui participent donc à la surexcitation. Donc si on prend un petit peu tout ça globalement, finalement l'activation de ce récepteur pourrait réduire l'expression de PTZY6 et en plus réduire son activité. Et ça pourrait être vachement intéressant d'un point de vue, thérapeutique. Donc le but, ça serait finalement d'activer ce récepteur-là pour essayer de réduire tout ça et finalement réduire les taux de douleur. Encore une fois, là, moi, je vous montre, un mécanisme qui suit juste pour un seul récepteur, mais il faut aussi garder en tête que, et la dernière fois, lors de ma précédente présentation, j'en avais un petit peu parlé, le fait qu'il y ait beaucoup finalement de voies qui sont en commun. J'avais expliqué un petit peu la voie de P2X7 la dernière fois, qui est aussi importante. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de voies en commun, en parallèle, qui sont impliquées. Donc ici, on parle d'une voie en particulier qui pourrait peut-être arranger un petit peu tout ça, mais il faut garder en tête que c'est très complexe quand même. Et je voulais juste rajouter un petit point aussi, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la recherche aussi. La dernière fois, moi, je vous avais expliqué un petit peu cette activation du récepteur qui pouvait justement inhiber l'activité et la fonction de phagocytose. Mais comment on peut réfléchir après ça? Comment on peut rajouter des résultats? Ben, c'est un petit peu aussi, ok, on a trouvé qu'il y avait une modulation, mais comment ça fonctionne finalement cette modulation? Et donc mes derniers résultats que ici je vous montre en fait, c'est on a essayé de comprendre un peu à quel niveau ça pouvait se passer et justement, ici j'ai démontré que finalement, on avait un niveau d'expression de PDZY6 qui était diminué, heu, en activant ce récepteur-là. Hem, donc ouais, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que j'étais assez clair en tout cas, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser des questions si, il y a certaines choses que vous n'avez pas très bien compris ou je ne me suis pas très bien exprimé sur certains sujets. Mais ouais, en tout cas, j'étais très content pouvoir faire cette présentation, pour vous et si vous avez des questions, je suis disponible.